déjà, c'est un sport qui se pratique à 2 ou à 4. Tout le monde va pousser au début, que ce soit le pilote ou les pousseurs. Et donc, il faut être synchro. Il y a une poussée un petit peu en synchro qui se met en place. On va pousser pendant 5 ou 6 secondes. On va sauter dans le bob. Et à ce moment-là, les pousseurs prennent un rôle passif, c'est-à-dire qu'ils ont une position aérodynamique qu'ils vont chercher à appliquer pendant 1 minute. Et là, c'est le rôle du pilote d'essayer de prendre les bonnes trajectoires et d'aller le plus vite possible. Donc la descente va durer à peu près 1 minute. Et donc pendant 1 minute, il va y avoir une vingtaine de virages. On va parcourir 1,5 km de descente. Après, ça va dépendre des pistes, mais on va atteindre entre 130 et 150 km/h pendant la descente. Quand tu craches, ça veut dire que vous vous retrouvez tous les quatre, le casque sur la glace, en train de glisser comme dans Rasta Rocket. Ah ouais, c'est vraiment comme dans Rasta Rocket et c'est très impressionnant. Alors surtout de l'extérieur, à l'intérieur, dans de nombreux cas, ça se passe bien. Ça reste quand même quand ça devient aléatoire. À partir du moment où le bob est à l'envers, ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir des énormes chocs. Et puis le risque numéro 1 de blessure, en tout cas la blessure la plus classique, c'est la brûlure. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Romain Heinrich. Bonjour Romain. Bonsoir. Romain, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Romain Heinrich, j'ai 30 ans et je suis le pilote et le capitaine de l'équipe de France de bobsleigh. De bobsleigh, c'est génial. Comment ça commence du coup le bobsleigh pour toi du coup? Alors ça fait maintenant 10 ans que je suis en équipe de France et ça fait 10 ans que je pratique ce sport. Donc en fait, je l'ai rejoint tout de suite par les portes du haut niveau, tout simplement parce qu'à la base, je faisais de l'athlétisme à un bon niveau, lancer du poids au niveau national. Et c'est mes qualités physiques d'explosivité qui ont été détectées par les managers de l'époque au bobsleigh. Et donc, ils m'ont proposé de faire des essais et d'essais en découverte, j'ai fait ma place et mon nid dans ce sport. Alors t'avais 20 ans quand tu commences du coup, c'est ça? Ouais, tout à fait, j'avais 20 ans, donc ça c'est en fait, j'ai été contacté par un sportif qui était, déjà en activité, sur, l'équipe de bobsleigh. On a un petit peu échangé sur le sport parce que j'y connaissais pas grand-chose. Moi, à la base, je suis originaire d'Alsace. Je vivais, à ce moment-là sur Grenoble, j'étais là-bas pour mes études et puis, la piste de la Plagne étant le seul lieu de pratique en France, Grenoble-La Plagne, c'est 1 heure et quart de route et donc je me suis dit: «Un week-end, pourquoi pas aller essayer?» Donc j'ai fait une descente et j'ai attrapé le virus dès la première descente. Le virus du bob, c'est quand on tombe un peu accro à ces sensations d'adrénaline. Donc voilà, j'ai adoré ça. Et puis derrière, j'ai un peu compris comment fallait que je m'entraîne pour pouvoir être bon dans ce sport. Je mets les deux pieds dans le plat forcément, mais t'as dû évidemment regarder Rasta Rocket. Oui, bien sûr, Euh, mes fondamentaux, ils étaient sur le film Rasta Rocket. C'est un sport, comme le montre le film, où il faut énormément de qualité d'explosivité au début. Il y a une phase de poussée qui va durer 5 à 6 secondes. En fonction des pistes, ça va varier. Et sur ce moment-là, on joue 30% du chrono final. Donc, c'est hyper important la poussée. Et en général, on a des profils de sprinters ou de rugbyman, des mecs bien, bien explosifs qui sont à la fois capables de mettre en mouvement un engin qui pèse quand même son poids et à la fois d'apporter de la vitesse parce que courir dans une pente, ça prend énormément de vitesse sur les glaces. Et après, il faut sauter dedans. Ouais. Alors si on veut décrire un peu les différentes étapes qu'il y a dans ce sport, donc il y a la phase de poussée, donc qui se fait. Donc déjà c'est un sport qui se pratique à 2 ou à 4 Ok. sur les bases olympiques. Après, pour les jeunes en développement, on va pouvoir faire du monobob où il y a juste le pilote qui apprend à descendre. Mais en tout cas, en senior, on le pratique à 2 ou à 4. Tout le monde va pousser au début, que ce soit le pilote ou les pousseurs. Et donc, il faut être synchro. Il y a une poussée un petit peu en synchro qui se met en place. On va pousser pendant 5 ou 6 secondes. On va sauter dans le bob. Et à ce moment-là, les pousseurs
prennent un rôle passif, c'est-à-dire qu'ils ont une position aérodynamique qu'ils vont chercher à appliquer pendant 1 minute. Et là, c'est le rôle du pilote d'essayer de prendre les bonnes trajectoires et d'aller le plus vite possible. Donc la descente va durer à peu près 1 minute. Et donc pendant 1 minute, il va y avoir une vingtaine de virages. On va parcourir 1,5 km de descente. Après, ça va dépendre des pistes, mais on va atteindre entre 130 et 150 km/h pendant la descente. À la Voilà. violence. Donc ça va super vite. C'est ces sensations dont je parle, l'adrénaline, la vitesse, la force centrifuge dans les virages. On va pouvoir, sur certains virages, prendre 5-6 jets de pression. Donc on se sent vraiment lourd, on sent vraiment tout le poids qui s'applique sur nous. Donc c'est comme Disneyland Paris, mais sur la glace. Bon, tout ça, ça m'intéresse vraiment énormément. On en revient tout de suite tout à l'heure. Est-ce que tu peux me montrer ce qui se passe avant dans ta vie jusqu'à tes 20 ans? Tu as un parcours classique, tu fais quoi comme... Alors, bah ouais, j'ai grandi en Alsace, toujours fait beaucoup de sport, mais pas de l'athlétisme, parce que l'athlétisme, finalement, mes parents étaient athlètes de haut niveau, et donc c'est un sport que j'ai fui étant petit, parce que quand je voulais aller au sport, je voulais pas entendre il faut que tu sois aussi fort que tes parents. Donc, étant ado, j'ai pratiqué du tennis, de l'athlétisme, du basket, et puis en parallèle de ça, les études. J'ai un cursus d'ingénieur, donc j'ai fait un lycée, une prépa, une école d'ingé, une école de commerce derrière. Donc j'ai eu toute une construction, on va dire, classique, en tout cas études et puis sport, vie sociale. Et en fait, le sport de haut niveau pour moi, il a vraiment démarré en 1 an et demi, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Je dois avouer que je pense que j'avais des prédispositions de force et d'explosivité de par mes parents, que ce soit mon père ou ma mère. Et donc, en 1 an et demi, j'ai pu faire des podiums au championnat de France d'athlétisme. Et à partir des premiers podiums, j'ai été détecté et je me suis tenté dans l'aventure du bob. Ah, c'est énorme. Et alors, je suppose que les quatre sont pas tout le temps les mêmes, ou est-ce que tu as une équipe que tu constitues, que tu maintiens en tant que chef d'équipe? Comment ça se passe? Alors, dans le collectif France, on va avoir entre 6 et 8 athlètes, donc un pilote et puis 6-7 pousseurs. Voilà, ça va dépendre des années et en fonction des minima. Mais globalement, il y a des postes différents. Sur le bob à 2, on cherche des athlètes un petit peu plus puissants. Sur le bob à 4, des athlètes un petit peu plus rapides. Si on rentre dans le détail tout à l'heure technique, c'est parce qu'il y a aussi des notions de poids d'équipage. Et les poids d'équipage du bob à 2 favorisent des athlètes un petit peu plus lourds que les poids d'équipage du bob à 4. Donc en bob à 4, on va chercher des mecs qui gèrent très bien la survitesse, qui vont avoir des records aux 100 mètres qui sont en dessous de 10 secondes 5. Donc c'est les portes du haut niveau, mais pour autant, sans pouvoir accéder pour autant aux grandes compétitions d'athlétisme. Et donc c'est ces gars-là qui vont pouvoir apporter le temps de pousser rêvé sur les compètes de B4. Et alors, tu te dis, tu es d'Alsace, c'est quoi du coup, le premier spot de bobsleigh du coin? Bah, du coup, en Alsace, il y a pas de bob. Il y a qu'un seul lieu de pratique en France, c'est à La Plagne. Il faut imaginer qu'une piste de bob, ça fait plus d'1,5 km de long, sur un pan de montagne, donc il y a à peu près 150 mètres de dénivelé. C'est beaucoup moins raide que des pistes de ski. Et heureusement, parce que déjà avec des pistes relativement plates, on va atteindre 150 km/h parfois. Donc, il faut pas qu'il y ait trop de pente. C'est vraiment le frottement entre le patin et la glace fait que ça prend énormément de vitesse. Donc voilà, il y a qu'une seule piste. C'est des structures qui valent plus de 50 millions d'euros au moment de la création. Donc la piste de la Plagne, elle a été fabriquée pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Elle a accueilli les JO de 92. Et 30 ans après, c'est toujours une belle piste où tous les ans ou tous les 2 ans, il va y avoir des Coupes du Monde qui vont avoir lieu dessus. Tiens, ça m'intrigue. Tu disais une vingtaine de virages. Est-ce que toutes les pistes de bobsleigh sont identiques avec les mêmes virages? Et non, c'est la spécificité de ce sport et d'une règle générale, c'est un peu comme en ski, ça s'adapte tout simplement à la pente sur laquelle on est. Donc, il y a des pistes qui sont plus plates que d'autres. Il y a des pistes qui tournent un peu plus à gauche qu'un peu plus à droite. Enfin voilà. Et après, en termes de typologie de virage, on va trouver des virages donc à gauche, à droite, des virages courts, des virages longs. Dans les virages longs, il va y avoir plusieurs actions de pilotage, alors que dans les virages courts, on va en général piloter un petit peu à l'entrée et un petit peu à la sortie. Voilà, donc chaque virage est différent et sur chaque piste, on a en général 3 ou 4 virages qui sont particulièrement dangereux, sur lesquels il faut être particulièrement réveillé.
Alors du coup, le rôle du pilote, ça va être le sujet de maintenant. Juste avant ça, pour comprendre comment tu en vis du coup aujourd'hui, est-ce que les compétitions sont suffisantes pour te payer ou est-ce que tu as un métier à côté? Alors, en France, on n'a pas une énorme culture du bobsleigh. Il y a eu une petite histoire, il y a eu quelques médailles dans le passé, mais c'est un sport qui est globalement, qui fonctionne, c'est pas culturel et c'est un petit peu à l'opportunité. Donc là, en ce moment, on a une équipe qui tourne bien, donc on est soutenu par la Fédération française des sports de glace et par le ministère et aujourd'hui, on est avec les résultats qu'on a produits, je peux vivre de ça. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma carrière. Sur les 10 ans que j'ai vécu et sur les 2 Olympiades que j'ai vécues, il y a des Olympiades où je prenais la décision de travailler à côté pour pouvoir, bien sûr, subvenir à mes besoins. Bon, Obligatoire. après, c'était par rapport à mon enchaînement études, rentrée en vie active, c'était aussi intéressant de consolider un petit peu d'expérience professionnelle après les études. C'est excellent, c'est excellent. T'es pilote aujourd'hui, mais est-ce que tu étais pilote déjà à tes 20 ans ou est-ce que c'est entre guillemets un grade que tu gagnes ou est-ce que c'est de l'expérience qui te permet de... Comment ça se passe? Alors, il y a pas d'enchaînement logique, de passer de pousseur à pilote, mais effectivement dans mon cas, j'ai commencé en tant que pousseur. J'ai fait mes premiers jeux olympiques à Sotchi en 2014 en tant que pousseur, et on avait fait 15e et en fait à l'issue de ça, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais envie de continuer dans le sport et faire une longue carrière ou si je m'arrêtais après cette belle expérience des jeux olympiques et alors comme j'avais pris le virus, j'avais vraiment envie de continuer et à ce moment-là, donc j'avais 23-24 ans et je me suis fait une petite analyse et j'ai jugé à ce moment-là que le pilote avec lequel je descendais à chaque compétition était un excellent pilote, mais il n'avait pas le même historique d'être athlétique que le reste de l'équipe. Donc, et lui aussi, il poussait au début. Donc, il était un petit peu en dessous physiquement. Et malheureusement, ses qualités de pilote nous permettaient de revenir dans la descente, mais pas suffisamment pour pouvoir jouer des médailles. Donc, par rapport à ça, on a discuté un peu avec la fédération. On a regardé ce que faisaient aussi les autres nations. Et les autres nations avaient souvent en fait un programme de prendre les meilleurs pousseurs du pays, leur apprendre à piloter, espérer que ça marche, qu'ils aiment ça. Et donc, en fait, on s'est monté notre propre programme comme ça. Et donc, voilà, j'ai essayé de piloter. Au début, c'était pas forcément évident, mais j'ai pris goût à l'effort mental qu'il y a autour du pilotage, la concentration, la visualisation, etc. Et c'est comme ça que je suis passé de pousseur à pilote. Et donc aujourd'hui, ça permet quand même de produire des résultats, puisque l'hiver dernier, on termine le classement général de la Coupe du Monde à la 5e place. Génial. Ça veut dire que on te dit après ce Tsuchi que, enfin, vous décidez que ce serait toi du coup le nouveau pilote et depuis c'est toi. Alors ça s'est fait pas de manière aussi simple. En tout cas, c'était la finalité, c'était ça. L'autre pilote a continué encore sur l'Olympiade jusqu'à 2018. Il a tenu les rênes de l'équipe de France et aux Jeux Olympiques, ils se sont classés 11e avec de Pyeongchang avec ce pilote-là. Et moi, en fait, je suis sorti du collectif France. Je suis retourné avec mon club de la Plagne et j'ai fait un programme de formation intensive dans l'ombre pendant 1 an et demi, 2 ans. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, les premiers résultats commençaient à... Donc les chronos étaient très encourageants, que ce soit sur la piste de la Plagne ou sur les autres circuits où j'ai pu aller m'entraîner. Et donc la fédération m'a intégré sur le circuit secondaire qui s'appelle le circuit de la Coupe d'Europe. Et là, ça a marché. Et donc, je me suis retrouvé en Coupe du Monde l'année d'après. Donc, en fait, il y a eu 2 ans où j'ai travaillé dans l'ombre avec une équipe, on va dire B. Et cette équipe B, on l'a amenée jusqu'au JO. Une petite spécificité, c'est que le bobsleigh, on peut qualifier jusqu'à 3 équipages aux Jeux Olympiques. Et donc, en fait, Par on pays? avait deux par pays. Voilà. Donc, on avait 2 équipages aux Jeux Olympiques de 2018. Il y avait l'équipe A qui finit 11e, et puis l'équipe B, nous, on a fini 13e. Excellent. Ce qui était super par rapport au laps de temps assez court qu'on avait entre Sochi et Pyeongchang. Bah, bien sûr. Et alors ça veut dire que, vas-y, on se met maintenant dans le rôle du pilote. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que t'es le dernier à monter dans le bobsleigh ou t'es au contraire le premier? Comment ça se passe? Alors le pilote, il saute en premier. Globalement, il va faire 10 à 15 mètres de poussée en moins. En fait, quand on pousse au début, le bob, il y a un rail qui est tracé dans la glace. Donc le bob, il est bien stable pour la poussée. Et par contre, à la fin de la piste de poussée, il sort de ce rail-là et là, tout peut se passer. Ça peut partir en travers, ça peut taper dans les murs. Donc moi, il faut que je m'assure d'avoir bien les manettes en main au moment où on quitte cette trace de poussée pour que le bob soit bien stable.
Mes pousseurs, eux, ils prennent un max de risques et ils essaient de pousser le plus loin possible, le plus longtemps possible pour apporter les petits centièmes qui vont faire la différence en bas. Donc je pousse un peu moins longtemps, je suis le premier dans le bob, je m'installe. Là, en général, j'ai le pouls qui est le cœur qui bat à 140, 150, ce qui est pas la cata, mais pour se concentrer, c'est déjà pas évident. Et donc, j'ai à peu près 5-6 secondes pour essayer de faire un petit peu le vide dans ma tête et passer dans un espèce de sang-froid, parce que le bob, ça se pilote vraiment avec sang-froid. Et donc là, je sais que j'ai devant moi une vingtaine de virages. Dans chaque virage, j'ai la trajectoire idéale en tête et j'essaye de l'appliquer. Et après, en fonction de comment le bob répond et comment j'arrive à réussir à trouver la trajectoire idéale, eh ben, j'ai plein de contre-trajectoires qui peuvent défiler dans ma tête et il va falloir prendre des décisions très rapidement pour savoir si on reste dans le plan A ou si on passe dans le plan B ou dans le plan catastrophe. Et le plan B, tu peux pas raccrocher sur le plan A? Si, bien sûr. Par exemple, il peut y avoir un virage où on va décider d'assurer un petit peu pour vraiment se remettre parfaitement bien pour le virage d'après. Et sur le virage d'après, on va chercher à recréer la vitesse. Donc, c'est souvent des compromis. Mais dans l'idéal, en tout cas, les compétitions où on fait nos meilleurs résultats, sur chaque virage, on est dans le plan A. Après, des fois, sur 20 virages, il va y avoir 15 plans A et puis 5 plans B, par exemple. Voilà. Donc ça reste des résultats corrects, mais il faut imaginer qu'en Coupe du Monde, au niveau auquel on le pratique, il y a très peu de secrets sur les trajectoires. Chaque pilote, parce que il y a eu énormément d'analyses vidéo en amont de la course, chaque pilote a la trajectoire idéale en tête. Et le jour de la course, c'est un petit peu à celui qui arrivera à la réaliser le mieux qui fera la différence. Et alors, le mieux, c'est être dans les tempos, être aux bonnes hauteurs dans les virages, prendre les décisions au bon moment, et le tout dans une notion de glisse. Le pilotage, c'est vraiment une notion de glisse, c'est-à-dire que si on va piloter trop fort, le patin va tracer la glace et donc il va ralentir. Donc c'est un peu paradoxal, moins on pilote et plus on va vite, mais il faut être pour autant dans le juste tempo, quoi. Alors moi aussi qui suis ingénieur, visualise-moi, t'es le premier ou le dernier ou t'es où dans les quatre du coup? Alors du coup, je suis à l'avant. J'ai besoin de bien voir. Donc globalement, il y a que enfin l'objectif en tout cas, c'est qu'il y ait que mon casque qui dépasse. Tous mes gars derrière, ils sont le plus bas possible, les épaules le plus bas possible. 2 centimètres d'épaule qui serait un petit peu rehaussé, ça peut vite faire 2 dixièmes de perdu en bas. Et 2 dixièmes de perdu sur une Coupe du Monde, c'est 5 places. Donc c'est vraiment un sport qui se joue au centième. Donc les gars derrière, ils appliquent la position qu'on a travaillé ensemble en soufflerie. Ils essayent vraiment dans un contexte qui est assez violent, avec tous les jets, la vitesse, de rester dans cette position-là. Et moi, ben pareil, j'ai mes yeux qui sont pile poil au-dessus de la carrosserie, suffisamment haut pour pouvoir voir, mais suffisamment bas pour prendre le moins le vent possible. Et puis j'ai mes deux petites manettes en main qui vont actionner mes deux patins à l'avant. Et donc avec ça, eh ben, je vais à l'entrée de chaque virage contrôler le bob pour pouvoir le mettre à la hauteur que je souhaite et décaler le point haut dans le virage euh, à l'endroit que je veux. Donc s'il faut pousser le point haut un petit peu plus loin par rapport à sa trajectoire naturelle, je vais piloter un peu plus longtemps. Et si à l'inverse de ça, je veux qu'il soit un peu plus tôt, je vais carrément aider le bob à monter pour pouvoir essayer d'avoir la hauteur le plus tôt possible. Et puis voilà, après ça c'est le principe de base, il est là. Après, il y a d'autres principes qui sont vraiment techniques dans lesquels je vais éviter de rentrer peut-être maintenant. Ça veut dire que tu dis parles de hauteur pour visualiser, tu descends sur la pente. Bon, quand tu descends, c'est plus ou moins à plat, mais quand tu arrives sur Ouais. un virage, du coup, tu te mets complètement avec l'effet, je suppose, de centrifuge, de t'écraser, tu me disais, contre la paroi avec ces jets, et tu peux remonter jusqu'à où dans le... Les virages sont relevés. Alors, c'est bien sûr, chaque virage est différent, mais il y a des virages où on se retrouve à plus de 3 mètres de haut. Et on est plaqué vraiment à l'horizontale. Et le bob, il est à 3 mètres de haut. Il y a des virages qui font 360 degrés, où le bob, il va rester plaqué vraiment à l'horizontale. Il va faire un tour complet, vraiment dans une spirale, et ressortir en dessous par une spirale voilà, qui croise entre l'entrée et la sortie. Donc chaque virage est vraiment différent. D'une règle générale, plus dans certains virages on va réussir à être haut et plus on va pouvoir bénéficier de la pente à la sortie pour pouvoir accélérer le bob. Donc nous, ce qui fait qu'on accélère le bob, il y a deux principes pour l'accélérer.
le principe numéro un, c'est d'utiliser la pente. Donc soit la pente naturelle, soit des pentes qu'on va se créer nous-mêmes à des endroits particuliers. Et le principe numéro 2, c'est d'utiliser comme le motard qui va incliner sa moto et mettre un petit filet de gaz. Et ben nous, on va essayer d'utiliser le filet de pression, c'est-à-dire le renvoi que le patin va nous donner dans la manette. Et cette petite pression, en fait, si on joue avec au bon moment, on va emmagasiner de l'énergie dans la manette. Et quand on va rouvrir la manette, ça va faire comme une flèche et le tir à l'arc, ça va accélérer le bob à chaque fois qu'on va relâcher la manette. Donc en fait, c'est un petit peu comme le skieur qui fait son carving et en sortie de virage, il est accéléré. Ben nous, on va aller chercher ces petits boosters dans les virages pour pouvoir accélérer le bob. C'est dingue. C'est Et, assez et- technique. Je sais pas si c'est bien imagé, mais en tout cas, c'est Moi, je vraiment suis nous. à fond dedans là. C'est vraiment quelque chose de très fin qui se ressent. Alors ce petit booster, on le ressent à la fois dans le bout des doigts parce qu'on va jouer avec la pression, le renvoi du patin, et à la fois aussi dans le baquet. Donc on a un petit siège pour les pilotes et qui va nous prendre au niveau des hanches. Et en fait, quand on joue avec le booster, on sent que ça nous pousse un petit peu les hanches. Et donc c'est vraiment une ressentie et c'est vraiment quand on parle de pilotage, c'est vraiment le système homme-machine. Il faut vraiment bien sentir sa machine. Et jamais il y a eu bon, question bête, hein, mais de looping. C'est forcément à plat. Alors, il n'y a jamais eu de looping. On en parlait avec l'équipe. Ce serait, je pense, un bon projet Red Bull à faire, d'aller poser un looping. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait, en fait, la problématique du looping, c'est qu'il faut une vitesse minimum pour rester dedans. Donc, je pense que sur le plan physique, c'est tout à fait jouable. Mais par exemple, si un bob venait à cracher quelques virages avant, un bob qui crache, il va être à l'envers et il va perdre énormément de vitesse, mais il va glisser quasiment jusqu'à l'arrivée, la ligne d'arrivée, parce qu'il y a énormément d'inertie. Et donc, par exemple, un bob qui cracherait avant un looping, pas dit qu'il passe le looping, et là, ça peut vraiment devenir dangereux. Mais je pense que ça pourrait être un bon projet Red Bull, en tout cas, d'aller poser un looping au milieu d'une piste pour faire des belles vidéos. Je sais pas, ça me venait comme ça en tête en me disant, mais en fait, vous êtes tout le temps à plat. Pourquoi pas comme ça monter. Et tu disais que alors tiens, intéressant, quand tu crashes, ça veut dire que vous vous retrouvez tous les quatre, le casque sur la glace, en train de glisser comme dans Star Rocket. Ah ouais, c'est vraiment comme dans Rasta Rocket, et c'est très impressionnant. Alors surtout de l'extérieur, à l'intérieur, dans de nombreux cas, ça se passe bien, mais ça reste quand même un sport. Enfin moi, en tant que pilote, j'attache énormément d'importance à peu cracher, donc prendre les risques au bon moment, et ça reste quand même quand voilà, ça devient aléatoire à partir du moment où le bob est à l'envers, ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir des énormes chocs. Il y a quand même un bob qui fait plus de 200 kilos qui est au-dessus de votre tête, donc qui pourrait venir taper à un endroit où ça pourrait faire très mal. Et puis le risque numéro un de blessure, en tout cas la blessure la plus classique, c'est la brûlure, parce que à plus de 130 km/h sur de la glace, en général à -5, -10 degrés, des combinaisons qui sont souvent très fines, ça crée de la chaleur et ça peut brûler la peau. Et alors comment vous faites du coup pour vous arrêter? Tu me dis vous allez jusqu'en bas en mode En on prie général, que on ça va s'arrête. jusqu'en bas et ça arrive même des fois donc il faut savoir que quand un bob, le dernier virage, il se fait toujours en remontant, parce qu'on se remet dans le sens de la pente et en fait le bob va perdre toute sa vitesse il faut en général 200 à 300 mètres pour arrêter le bob, une fois qu'il franchit la ligne d'arrivée. Sachant qu'il y a quelqu'un qui freine à l'arrière, mais voilà, c'est lourd, ça a de l'inertie, pour l'arrêter, c'est pas simple. Et donc, parfois, quand le bob est à l'envers, il remonte un peu dans la pente et puis il repart même dans l'autre sens et il s'arrête au bout de un ou deux allers-retours en yo-yo sur le point le plus bas. Donc, c'est vraiment le point le plus faible potentiel, tout simplement. Ah là là. Et vous ne sortez pas tant que c'est pas à l'arrêt? En général, on est mieux à l'intérieur que dehors parce que dehors, je sais pas, le bob il revient, il peut t'écraser. Enfin voilà. Bon, en tout cas, euh, les chutes, ça fait partie du métier, mais c'est quand même pas tous les jours. Nous, ça peut nous arriver, compte tenu du nombre de descentes qu'on fait dans l'année et le fait qu'on change toutes les semaines de piste. Parfois, on est encore un petit peu dans le programme de la piste d'avant quand on attaque la nouvelle piste. Donc ça, on va dire que ça va arriver une fois ou deux fois par an. Et globalement, ça se passe bien.
Et alors du coup, les casques qui prennent toute la glace là, et c'est quoi? C'est tout de suite poubelle une fois que Ah bah, bien c'est... sûr, c'est Ouais, poubelle, casque changé, parce que, un casque qui est choqué, normalement, on s'en sert plus. ouais, d'accord. Ok, ok. Mais pour comprendre, tu vois, finalement la philosophie de dire, à la limite, s'il frotte un petit peu, non, non, là, s'il prend un coup, c'est tout le monde dehors. Ouais, bon, alors, ça nous est déjà arrivé dans des cas très rares. Une fois, on a chuté sur le tout dernier virage. Ça a frotté pendant, je sais pas, peut-être 150 mètres. C'était juste un peu de peinture. Bon, on les a réutilisés à l'entraînement derrière, mais globalement, oui, un casque qui choque. Enfin, il faut pas lésiner sur la sécurité. Donc, qu'est-ce qui nous protège fondamentalement dans un bob? C'est le casque. C'est la combinaison anti-brûlure, donc en fait qu'on va mettre en dessous de notre combinaison de course. Une épaisseur de Kevlar comme les motards peuvent utiliser. C'est la carrosserie du bob. Donc ces trois engins-là, ces trois équipements-là, s'ils sont fragilisés, on essaie de les réparer ou de les remplacer avant de faire la prochaine descente. Et alors, ça ressemble à quoi du coup un casque de bobsleigh? C'est par Et rapport ben à un c'est comme casque un de casque de moto? moto. Tout C'est pareil, des ok. casques de moto. Alors après, nous on fait des essais en soufflerie pour trouver les modèles qui ont le meilleur coefficient aérodynamique. Sachant que c'est pas parce qu'il est rapide en moto qu'il est rapide en bob, puisque la position est un peu différente, la prise au vent est un peu différente. Mais globalement, c'est des modèles commerciaux. Voilà, nous, on descend sur la marque BMW. Ouais, j'allais dire deux, trois marques en tête, BMW, ok, ouais. Ouais. Ouais, pendant longtemps, on était chez AJC et là, on est basculé chez BMW. Voilà. C'est... Ça marche, tant que ça marche, c'est bon ça. Mais je c'est pense à un ça. truc, tu me disais 2 centimètres d'épaule trop haut, ça a fait perdre du temps à la fin. Ouais. Du coup, j'imagine que la moyenne en taille de tes équipiers sont plutôt petits. Alors, pas tant. Pas tant. Enfin, moi, je fais 1,89 m pour 107, 108 kilos, et je suis la taille standard de la Coupe du Monde. Donc, Ok, globalement, voilà. Bon, je suis peut-être un poil plus lourd, on va dire c'est 105, 103 kilos, le poids normal. Mais oui, c'est ça l'ordre de grandeur. C'est sûr qu'avec des petits équipages, ce serait plus simple pour le coefficient aérodynamique, mais tu perds le poids. à pousser au début, c'est compliqué. Et puis aussi, il faut faire le poids pour la descente. Donc voilà, l'idéal, c'est ça. C'est sûr qu'on voit pas beaucoup de mecs de 2 mètres, parce que mettre 2 mètres dans un bob, c'est compliqué. Par contre, des mecs ouais, d'un mètre 80, 85, 90 sur plus de 100 kilos ou au niveau de 100 kilos, on en trouve beaucoup. D'accord. C'est quoi les nations d'ailleurs? Tu parlais tout à l'heure du circuit mondial. C'est quoi les nations les plus fortes qui vous battent? C'est quoi d'ailleurs? C'est souvent des pays froids? Alors oui et non, parce que moi je considère que l'Allemagne c'est pas un pays plus froid que le nôtre et il y a pas forcément plus de montagnes que chez nous. Enfin, je pense pas me tromper si je dis qu'il y en Non. a moins. Ouais. Et c'est les Allemands les plus forts. Ils ont une grosse culture des sports d'hiver. Ils sont moins dominants que les Français en ski. Par contre, en ski de fond, en saut à ski, ils sont très présents. En bob, en luge et en skeleton, les trois sports qui se pratiquent sur ces pistes glacées, ils sont très forts. Il faut donc des pistes de bob dans le monde, qui sont ouvertes tous les hivers. Il y en a à peu près une quinzaine, entre 15 et 20. Et les Allemands, ils en ont 4 sur leur territoire. Il faut imaginer que tout est en place pour eux, pour leur permettre d'être les plus forts. Et puis après, historiquement, les Suisses sont très forts. C'est eux qui ont inventé le sport et qui ont gagné énormément de médailles. Et puis après, dans toutes les grandes nations, tu vas retrouver au moins sur les trois équipages, tu vas en retrouver au moins un qui va être très fort. Donc le Canada 1, USA 1, Russie 1, toutes ces nations-là, ils ont une équipe qui est au top niveau. Et Jamaïque, non, du coup. Alors la Jamaïque, moi j'ai fait les Jeux de Sochi avec eux. Les Jamaïcains, ben, fidèles à eux-mêmes, ils sortent à chaque fois des équipages qui sont très très forts à la poussée, parce qu'ils ont des athlètes, ils ont une concentration d'athlètes qui peuvent courir le 100 mètres en 10-0, qui est juste impressionnante. Par contre, après au pilotage, c'est un peu plus compliqué. Ça manque un peu d'engagement, un peu de régularité, on va dire. Ok. Je pensais à un truc, tu me disais effectivement, c'est les Suisses qui ont inventé. Ça veut dire quoi, bobsleigh d'ailleurs? Alors, c'est le traîneau qui glisse, je pense que ça veut dire. Sled, c'est traîneau.
Donc l'idée, c'est un sport qui a vu le jour à Saint-Moritz en Suisse, où tout simplement des grands copains qui ont fait de la luge à plusieurs et puis qui ont commencé à se chronométrer. Donc pendant longtemps, ça se pratiquait sur les routes ou dans des grands champs et ils allaient tracer des pistes naturelles. Donc à cette époque, il y avait des bottes de foin quand il y avait un arbre pour protéger. Il y avait des personnes au talkie-walkie pour dire OK, il est parti, déclenche le chrono. Et puis il y avait souvent beaucoup d'athlètes qui buvaient un peu l'agnole avant parce qu'ils avaient peur de ils avaient peur de s'élancer. Les bobs étaient sans carénage. Enfin voilà, les photos qu'on peut retrouver de cette époque, c'est juste impressionnant. Et par contre, maintenant, le sport, il a vraiment évolué dans une dimension technologique. On appelle ça la Formule 1 des glaces. Et ça se pratique sur des pistes qui sont fermées, qui sont chronométrées au centième de seconde près. Alors, on va peut-être passer dans les prochaines années au millième parce qu'il y a de plus en plus d'ex-aequo. Mais voilà, c'est un sport qui est très resserré et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, les trois facteurs de performance qui font vraiment le chrono, c'est la poussée. Enfin, les trois valent le même point, hein, mais la poussée, le pilotage et le matériel. Et tiens, en parlant de matériel, le bobsleigh, il vous appartient? Vous en avez combien en équipe de France? Alors, on a un bob à 2, un bob à 4. On a un bob à 2 là qui est en cours d'achat pour pouvoir faire des essais d'amélioration sur les 2 ans qui nous séparent des Jeux Olympiques de Pékin. Ça fonctionne un peu par génération. Donc là, il y a une nouvelle génération avec des nouvelles carrosseries un peu plus aérodynamiques qui sont sorties. Donc on va voir on va tester différents bobs avant de choisir lequel on aura pour les Jeux. Mais globalement, un bob à 2, ça vaut 60 000 euros. Un bob à 4, ça vaut 120, 150 000 euros. Ça va dépendre des modèles. Donc, ça se change pas tous les jours. Par contre, ce sur quoi on travaille énormément et où il y a énormément de décisions d'une piste sur l'autre ou d'un jour sur l'autre en fonction de la météo, c'est le choix des patins les différentes articulations du bob. On va aller les durcir, les ramollir, modifier les conditions de renvoi, changer les gommes, donc toutes les connexions qu'il peut y avoir au niveau des bobs pour que le bob il restitue au mieux l'énergie dans chaque virage. Ok. Et la notion de manette, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, elle a jamais évolué? Ça a toujours été deux manettes? Non, ouais, c'est resté sur un système assez simple qui finalement est très précis. Et puis surtout, et dans le temps, il y a eu au tout début, c'était plutôt des volants. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas suffisamment précis. Et puis aussi, tu perdais en réactivité le temps de tourner le volant à 130 km/h. T'avais pas le temps de vraiment mettre les patins dans l'axe que tu voulais. Alors que là, avec la manette, les amplitudes de pilotage qu'on a, il faut pas imaginer qu'on tire le bras très loin. C'est vraiment quelques centimètres qui déplacent les mains. Et si j'amplifie de 5 centimètres de plus, ça va être trop fort. Donc c'est vraiment, voilà, ça se joue au centimètre, le débattement. Il n'y a jamais eu un patin qui a cassé, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un chemin de patin avant la course. Tu t'es jamais retrouvé avec un patin qui fait merde et du coup tu... Ben, le risque, alors le patin, contrairement au patin à glace qui est tranchant et qui est très affûté, nous en fait, il faut imaginer que un bob à 4 avec les 4 athlètes dessus, ça va peser 630 kilos. Ok. Donc c'est pas un truc qui est hyper fin. Ça fait globalement l'épaisseur d'un doigt. Voilà, ça fait quelques, je sais pas, 2-3 centimètres de large. Et puis après, ça va faire 1 mètre de long. Et il y a 4 patins, 2 patins à l'avant, 2 patins à l'arrière. Donc c'est pas très cassant. Après, par contre, en cas de chute, ça peut se plier, se vriller. Donc forcément, s'il est plus parfaitement dans l'axe, il glisse moins bien. Et puis après, ça peut arriver aussi que les conditions de glace se dégradent et donc le patin se raye. Les petites rayures, c'est juste normal et on les corrige de toute façon entre chaque descente. On cherche toujours à avoir le patin le plus brillant possible pour pouvoir avoir le meilleur coefficient de frottement entre le métal et la glace. Donc on va chercher du polymiroir. Et puis derrière, si on n'a vraiment pas de chance et qu'on passe sur un gros caillou ou sur carrément une petite plaque de béton qui serait sous la glace et qu'on traversera un petit peu la glace, là, il peut y avoir des heures de travail pour remettre le patin dans son état initial. Vous avez combien de paires du coup pour les alterner? Alors, des jeux de patins, on va. Alors, toute la science consiste à
avoir des patins pour pouvoir couvrir toutes les différentes conditions de glace. Donc une glace, elle peut être froide ou chaude. Donc par froide, ça peut descendre à -25, -30 degrés, et chaude, ça va être -2 ou -3 degrés. Elle peut être givrée, elle peut être parfaitement lisse, elle peut être sèche, elle peut être humide. Donc voilà, en fonction de tous ces différents qualificatifs, il va y avoir des patins qui vont aller plus ou moins vite, ou sur lesquels on va avoir plus ou moins de contrôle quand on pilote. Donc c'est toujours un compromis entre la meilleure vitesse et le meilleur contrôle. Donc il faut faire des choix. Et donc pour répondre à ta question, en Bob A2, on a 4 jeux de patins, et en Bob A4, la même chose. Voilà. Oh, 4x4 ou 4x2? Alors c'est 4x4, et puis après on va faire des croisements. Donc des fois on va utiliser les avants des patins 1 avec les arrières des patins 2, donc ça fait un certain nombre de combinaisons. Et après on en a eu plus des jeux de patins, mais finalement on a resserré avec les 4 meilleurs jeux qui couvrent suffisamment de conditions météo, parce que trop changer de patin, on peut perdre un petit peu le feeling justement dans le pilotage. Le retour de la manette dont je parlais tout à l'heure, il dépend aussi beaucoup de la forme du patin. Donc on préfère se concentrer avec des paires qu'on connaît parfaitement, plutôt que d'avoir une paire qu'on utilise une fois par an, et puis finalement le jour où on l'utilise, peut-être qu'elle glisse bien, mais on l'a pas suffisamment en main pour en profiter. D'accord. Et alors, tu parles souvent de Bob A4 et Bob A2. Tu es pilote des deux ou il y a un pilote chacun? Ouais, alors je suis pilote des deux. Aujourd'hui, on fait des meilleurs résultats en Bob A2 qu'en Bob A4. Ok. Essentiellement parce que j'ai commencé le Bob A2 sur le programme intensif avant de commencer le Bob A4, donc j'ai un petit peu plus d'avance. Donc aujourd'hui en Bob A2, on est 5e mondiaux, et en Bob A4, on est Génial. 12e mondiaux. Génial. Ah, c'est énorme. Ok. Parce que finalement, ça veut dire que t'as pas les mêmes équipiers, je suppose, sur le 2 que le 4. Alors mon pousseur enfin mon pousseur du Bob A2, avec qui on fait tous nos résultats depuis 2 ans, s'appelle Dorian Hutterville, et Dorian il fait aussi le Bob A4, et en Ok. Bob A4 il peut prendre 2 positions sur lesquelles il est à l'aise, donc ça va dépendre des autres équipiers, mais bon, comme c'est le plus fort, on est content qu'il soit et dans le Bob A2 et dans le Bob A4. Ouais, carrément. Et sur un championnat, tu sais quoi, c'est le matin 2, l'après-midi 4 ou c'est 2 journées 2, 2 journées 4? Alors, il y a 2 types de compétitions en bob. Il y a ce qu'on appelle les coupes du monde. Donc les coupes du monde, tu vas en avoir 8 dans l'hiver. Ah Donc ouais. c'est un circuit. Et chaque coupe du monde est vraiment sur le même format. Du lundi au jeudi, tu prends tes repères sur la piste. Alors là, c'est toi qui décides si tu veux faire du bob à 2 ou du bob à 4. C'est de l'entraînement, entraînement libre. Tu as un nombre de descentes maximum à ne pas dépasser, mais en tout cas, tu peux faire tes descentes. Le vendredi, personne ne descend sur la piste. Euh, comment dire, les équipes qui entretiennent la piste préparent la piste pour la compétition. Nous, on prépare notre matériel. On va passer des heures à préparer les patins, notamment. Euh, et le samedi, il y a la course de bob à 2, et le dimanche, la course de bob à 4. Donc, Ok. et une course de bob à 2, ça se joue en 2 manches qui se superposent, qui s'accumulent. Et pareil pour le bob à 4. Donc ça, c'est le premier type de compétition. Et donc à la fin des 8 Coupes du Monde, il y a un globe de cristal qui est donné à l'équipe qui aura fait les meilleurs résultats tout au long de l'hiver. Donc tu peux gagner des médailles sur la compétition à proprement parler, mais le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur classement à la fin de la saison. Et ce classement-là te permet de te qualifier une fois par an à l'autre type de compétition. Donc c'est des championnats du monde ou des Jeux olympiques, ça va dépendre des années. L'année des championnats du monde, il y a que c'est que entre nous, et puis l'année des Jeux olympiques, c'est avec tous les autres sports. Et là, par contre, le format est un petit peu différent. Les championnats du monde ou les Jeux olympiques, ça va durer 15 jours. Toute la première semaine, tu ne fais que du bob à 2, entraînement et compétition. Et la compétition, elle va être sur 4 descentes. Tu vas faire 2 descentes le samedi, 2 descentes le dimanche. Donc il faut, en plus d'une Coupe du Monde classique, il faut être plus régulier. Il faut vraiment être capable d'aligner 4 manches au meilleur niveau. Et puis à la fin de la première semaine, paf, tu bascules sur le bob à 4, et donc les rebelotes, l'entraînement toute la semaine, et puis les 4 manches de compétition le week-end. C'est dingue. Ça veut dire que en fait, tout se joue sur. Le premier cas, ça se joue en 2 minutes finalement. Et Ouais, dans ce cas-là, en 4 minutes. Donc vous vous c'est entraînez ça. toute l'année, puis toute la semaine intensivement pour 4 minutes. Ouais, et j'irais même encore plus loin. Un pilote qui est en Coupe du Monde, il va faire à peu près 180 descentes dans l'année. Donc ça veut dire qu'en pilotage
pur et dur, il va s'entraîner 3 heures. Parce que 180 minutes. Donc, il va faire que 3 heures de pilotage. Là où tu as un gymnaste qui va pouvoir faire 3 heures de gymnastique dans la journée, ben nous, c'est en un hiver, vraiment, je parle en pilotage pur et dur. Après, il y a plein de techniques pour optimiser ça, voilà, avec le travail vidéo, avec la visualisation, les techniques un petit peu qui se rapprochent de l'hypnose ou du développement des capacités cérébrales. On peut essayer de gratter un petit peu de temps de pratique, mais la pratique réelle pure et dure, c'est 3 heures dans l'hiver. C'est impressionnant. Et 180 descentes, tu te dis, tu les fais entre quoi, novembre et mars, par là? Ouais, c'est octobre et mars. Voilà. Si les coupes du monde, c'est novembre et mars, et puis en général en octobre, on est un petit mois tranquille, enfin tranquille, reprise des descentes. En général, un petit peu de stress pour les pilotes parce que il faut se dérouiller et il faut, faut se dépoussiérer. Mais on est loin des compètes. Enfin, les compètes, c'est vraiment novembre-mars. D'accord. Putain, c'est dingue. Il a un nom, d'ailleurs, les bobsleigh, ils ont un nom? Ouais, le Bob à 2, il a un petit nom. C'est un de mes pousseurs, enfin un ancien pousseur d'équipe de France qui l'avait nommé comme ça. Il l'avait appelé Blue Sea. Ok. Alors Blue comme bleu, C comme C comme la lettre C de la célérité, pour la vitesse, voilà. Et puis Blue Sea, ça faisait un petit prénom un peu féminin, donc ça lui donnait envie de le cajoler et de s'assurer qu'il soit toujours au top. Voilà. Ok. Donc c'est son petit nom. Et vous emmenez toujours les deux, du coup, à chaque fois en compétition? Vous partez quoi, en avion, du coup? Alors dans la zone Europe, les pistes sont toutes à 6-7 heures de route, donc on est plutôt à voyager donc avec un minibus les athlètes et puis un espèce de transporteur dans lequel on peut mettre le bob à 2 et le bob à 4. Donc un bob à 4 ça fait quand même 3,70 m de long, faut quand même une bonne camionnette pour pouvoir le mettre dedans. Puis plus toutes les caisses à outils, les caisses de patins, les casques, ça prend vite quand même de la place. Mais bon, en zone Europe, on est effectivement on se déplace en voiture. Et après, par contre, quand il y a les coupes du monde aux États-Unis ou en zone asiatique ou en Russie, ben là, c'est du fret aérien. Donc, envoyer un bob aux États-Unis, ça coûte 12 000 euros par bob. Donc, tu es sur du 20 25 000 euros de budget juste pour envoyer les bobs. Et voilà, c'est des gros budgets. La partie logistique est très complexe, très compliquée, très complexe dans notre sport. Impressionnant. C'est impressionnant. Et alors, ça veut dire que du coup, tu commences finalement, donc tu m'as dit à 20 ans, ça intensivement. Au début, tu travaillais un peu, maintenant tu travailles plus, enfin, t'as plus Ouais. besoin en tout cas pour être à peu près normal dans ta journée. Ça ressemble à quoi du coup une journée type si je te prends, je sais pas, fin janvier, tu fais quoi le jeudi? Alors, il y a vraiment deux phases dans le bob, vu que c'est un sport saisonnier. Tu as la vie l'été et puis la vie l'hiver. Ouais. Donc, pour la vie l'été, donc celle qu'on a plutôt en ce moment et hors saison, on fait pas de descente de bob, on fait vraiment que de la prep physique. Et c'est de la prep physique très, très, très copieuse. En tout cas, c'est ce que font les athlètes de haut niveau. Donc, on est sur du 15 heures de sport dans la semaine. Et à ça, tu rajoutes 3-4 heures de kiné, récup, soins. Donc, tu fais ton volume à peu près de 20 heures où tu es vraiment à t'occuper de ton corps. Et puis en parallèle de ça, moi en tant que pilote, je gère les préparatifs de saison, donc la maintenance sur le matériel estival, tout démonter, nettoyer, graisser, faire quelques préparations quand c'est nécessaire, changer les visseries, enfin voilà. Donc ça on le fait en petit rythme tout au long de l'été, et c'est vraiment le rythme estival. Et après, pendant l'hiver, moi en tant que pilote, je vais réduire ma dose d'entraînement physique parce que je descends en fait tous les jours. Donc une journée type, c'est le matin, tu es à la piste. Tu te fais en Coupe du Monde, si c'est en Coupe du Monde, tu fais 2 descentes d'entraînement. T'as pas le droit à plus. Si tu es sur un stage, tu peux faire 3, 4, 5 descentes. Tu vas rarement en faire plus parce qu'il faut être tellement concentré et gérer les pics d'adrénaline que c'est compliqué d'en faire plus. En tout cas, tu peux en faire, mais pas à la vitesse souhaitée. Donc, à notre niveau, c'est pas souhaitable. Donc, le C'est matin, dingue. pardon. Non, c'est dingue, je disais. Ouais, Du coup, ça veut dire que tu dois progresser sur à peine 2 descentes par jour? ouais, c'est vraiment, tu retrouves vraiment la philosophie c'est comme le 100 mètres. Un 100 mètres, un mec qui court un 100 mètres,
il faut qu'il réponde présent tout de suite et chaque foulée, donc un Usain Bolt, il fait le 100 mètres, il va courir, il va faire 45 cycles de jambes. S'il en rate un, ça fait déjà 2% de perdu. Bah, pour nous, c'est pareil. On a 5 secondes de poussée où il y a beaucoup de choses qui se passent et même 1 minute de descente où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment tirer le profit de chacune de ces actions pour pouvoir progresser le plus vite possible, tout simplement. D'où la notion de régularité dont tu parlais tout à l'heure, qu'il faut absolument avoir tout le temps, quoi. Bah, complètement. Et moi, par exemple, je sais que, enfin, voilà, sur une journée type, on est le matin à la piste de bob. Ça mange en général à l'hôtel le midi. On essaye de faire une petite sieste en début d'après-midi. Ensuite, on va faire en général une séance physique, donc soit du sprint, soit de la muscu, ou du travail avec des medicine balls pour pouvoir qu'on va essayer de lancer, voilà, travailler l'explosivité. Et puis après, le soir, je vais faire avec mon coach restitution vidéo, analyse des feuilles de temps, voir sur les secteurs, donc il y a différents intermédiaires, voir à quel endroit j'ai perdu du temps, où est-ce que je peux optimiser pour l'entraînement d'après. Et, euh, et puis voilà, c'est une petite mécanique routinière qui est quand même assez bien huilée. Pendant ce temps-là, en général, les pousseurs s'occupent du matériel pour pouvoir le remettre en état pour le lendemain. Et puis, sauf si c'est des opérations qui sont un peu plus complexes, ou dans ce cas-là, c'est le coach ou moi-même qui allons travailler dessus. Mais sinon, pour la mécanique du quotidien, c'est plutôt les pousseurs qui s'en occupent. Est-ce que vous vous penchez dans les virages, d'ailleurs? J'ai pas posé la question. Alors non, pas vraiment. En tout cas, c'est pas une volonté. Ce qui est la volonté, c'est de garder les quatre casques alignés, parce que si jamais les casques, il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite, ça augmente la prise au vent. Et donc, par rapport à ça, c'est toujours souhaitable de connaître, même si pour les pousseurs, même s'ils voient pas la piste, à quel moment on va rentrer dans le bob. Donc, faut avoir tous les rythmes, les tempos qui sont imprimés, de telle sorte à ne pas être surpris à l'entrée des virages. Faut imaginer que le bob, quand il passe de la pleine terre à l'horizontale, c'est vraiment une fraction de seconde, c'est assez violent, et donc il faut avoir le corps qui soit suffisamment préparé à ce que. Donc c'est un petit peu comme le motard qui sera à l'arrière, qui va légèrement accompagner, mais pour autant, il ne faut pas se pencher. Ah là là, c'est que je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que du coup, si c'est en à peine quelques secondes, du coup, finalement, les trois qui poussent, moi au début, depuis là, à 45 minutes, je me dis, en fait, ça veut dire qu'ils s'entraînent toute l'année pour pousser 5 secondes. Mais en fait, non, pendant toute la descente, ils sont agrippés pour pas sortir la tête de la ligne, quoi. Alors, ils ont un rôle passif, et vraiment, il y a des courses qui se sont perdues à ce niveau-là, ou qui se sont gagnées à ce niveau-là. Donc, ils sont vraiment, vraiment en train d'essayer de faire de leur mieux. Euh, mais ça reste passif. C'est ça qui est un peu ingrat, malheureusement. Mais en tout cas, nous, on a bien conscience en équipe de France que le rôle du pousseur, il s'arrête pas au moment où il saute dans le bob, parce qu'il y a vraiment des centièmes à aller chercher à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Tu me donnerais un peu des visions de chrono, là, qu'on puisse comprendre un peu. Est-ce que, par exemple, à la Plane, c'est tout le temps le même chrono et donc tu as une référence que tu vas essayer de chercher à chaque fois? Ouais, bien sûr. Donc, moi, par exemple, mon record sur la piste de la Plagne, c'est 58 secondes, 83 centièmes. Et après, il y a des jours où tu peux pas aller sur ces vitesses-là, parce que ça va dépendre de la météo. Pour que ça aille vite, il faut en général qu'il fasse très froid pendant 1 ou 2 jours avant. Donc, la glace qui a une inertie va se refroidir et se durcir. Et puis, au moment de l'entraînement, si tu as un petit rayon de soleil qui vient taper sur la structure et mettre la petite pellicule d'eau qui va bien, mais avec une sous-couche qui est bien dure, c'est là que ça va vite. Donc, bien sûr, il y a des entraînements où c'est pas comme ça. Quand c'est givré, le patin il frotte plus. On est sur une espèce de poudre blanche qui. Alors là, il y a énormément de contrôle dans le pilotage, mais par contre, ça va moins vite. Donc, on ne cherche pas à battre ses records tous les jours. On fonctionne énormément avec le circuit Coupe du Monde, en fait, par comparaison. C'est-à-dire que tu descends dans des conditions similaires, avec les 10 bobs qui passent avant toi, les 10 bobs qui passent après toi. Donc tu peux comparer tes chronos avec leurs chronos. Si tu es 50 sur un entraînement, entre le premier et le 50e, il y a de fortes chances pour que la glace se soit dégradée, et que la glace du 50e soit moins rapide que la glace du premier. Donc voilà, donc sur chaque piste, moi j'ai mes records. Donc on cherche en jour de course, si les conditions météo le permettent, à améliorer nos records. Donc il y a 3 records qui sont améliorables: le record de poussée, le record final qui finalement est le seul qui compte vraiment,
et puis la vitesse de pointe, parce que c'est toujours un peu marrant de se dire j'avais jamais été aussi vite sur cette piste. Et ça, tu les connais tous par cœur sur toutes les pistes d'Allemagne, de Suisse, de J'ai trucs? mon petit fichier Excel qui va bien, mais je les ai pas en tête. Voilà, quand j'arrive sur une piste, j'ouvre mon fichier Excel, je regarde les chronos des années précédentes, je me remets dans le bain comme ça. En fait, j'ai des notes aussi sur chaque virage de chaque piste. D'une année sur l'autre, le virage il change pas dans le sens où il tourne toujours à gauche et toujours à droite. Par contre, la manière dont la glace est travaillée, les épaisseurs qu'on va retrouver aux entrées et aux sorties de virage, peuvent modifier la trajectoire. Mais le principe général du virage reste toujours le même. Donc je me remets en fait dans le bain comme ça sur chaque nouvelle piste. Tiens, ça m'intrigue. On est ingénieurs tous les deux. Ouais. Comment tu construis de la glace sur le côté? Parce que si tu mets de l'eau par terre, ça fait un truc parfait. Sur la patinoire, je vois. Mais sur le côté, comment tu fais? Alors la structure en béton, il y a des tubes de froid déjà qui sont dans le virage, que ce soit dans le virage ou en ligne droite. Hein, il y a dans la structure de béton coulée, il y a du froid avec du liquide de refroidissement. Donc historiquement, c'était plutôt de l'ammoniac. Sauf que pour des raisons écologiques, en cas de fuite, c'est quand même pas l'idéal. Donc maintenant, ils mettent un liquide glycolé qui est quand même moins nocif. Et alors après, pour faire prendre la glace, comment ça marche? T'arroses une espèce de brume. Le plus dur, c'est de créer la couche. Après, une fois que tu as la couche, c'est facile. Donc en fait, tu as un espèce de brumisateur, tu vas mettre des petites gouttelettes qui vont et donc tu vas passer je sais pas 7-8 couches jusqu'à ce que tu aies 1 ou 2 millimètres de glace par petites gouttelettes qui se font et puis après tu crées en fait une espèce de glace pilée que tu vas pouvoir venir euh, coller comment dire. Adossé? Ouais, tu viens adosser et puis en arrosant un peu, ça fait du liant. En fait, c'est une espèce de pâte glacée. Ils appellent ça le matchon, c'est son petit nom. Et puis tu viens en mettre. Donc ça, c'est plutôt pour les entrées, les sorties de virage, pour pouvoir allonger l'entrée pour que le bob il monte pas vraiment trop vite et que ça soit trop violent, pour que la montée du bob se fasse de manière un peu plus progressive. Donc Et voilà, sur la... c'est oui. Vas-y, vas-y. Non, c'est juste pour dire que la mise en glace, ça peut durer 10 à 15 jours en début d'hiver. Et après, une fois que c'est ça, en fait, ils arrosent régulièrement pour continuer de faire pousser la glace. Et puis après, ils ont des manches à balai au bout duquel il y a des espèces de lames de rasoir. Et puis ils viennent en fait travailler comme ça la glace pour la lisser. Et puis après, dans les lignes droites, bien sûr, il passe le tracteur. Mais le tracteur dans les virages, ça se fait à la main. Ouais, c'est dingue parce que si tu me dis 1,5 km, ça fait un sacré paquet de distance à parcourir avec ce genre d'ustensile. Il y a beaucoup de monde qui travaille du coup sur la piste? Ben une exploitation, ça va être, alors ça va dépendre combien d'heures ils sont ouverts dans la journée, mais par exemple la piste de la Plagne, il y a, c'est une équipe de 20-25 personnes qui travaillent, entre ceux qui travaillent dans la glace, ceux qui sont sur les points de contrôle de sécurité, donc à la tour chrono, sur les caméras de sécurité, au niveau du point bas en cas de chute. Donc tu as des personnes qui sont postées pendant les entraînements. Après, tu as des personnes qui ont des camions qui nous attendent à l'arrivée. Il y a un quai où on va charger le bob sur le camion, puis le bob va repartir au départ par le biais d'une route à côté. Donc ouais, ça fait 20-25 personnes et dans le cas de la piste de la Plagne, il y a une exploitation touristique qui est proposée. Donc il y a des baptêmes qui sont faits. Il y a à peu près 12 000 baptêmes par an qui sont faits. Des personnes qui peuvent, moyennant finance, faire un tour de bob derrière des pilotes professionnels. Et toi, tu en emmènes tout le temps, toi? Alors moi alors j'en fais pas trop. La première des raisons, c'est que je suis à l'étranger la plupart du temps en compétition sur d'autres pistes, donc je suis pas forcément là pour faire descendre les touristes. De temps en temps, au mois de mars, en fin de saison, quand je suis à la piste et qu'il y a besoin de dépanner, je dépanne. Mais c'est des engins qui sont un petit peu adaptés, enfin qui sont complètement adaptés parce que les touristes vont pas pousser, ont besoin de sécurité, donc il y a des renforts, etc. Donc je prends moins de Et- plaisir quand je descends parce que ça va moins vite, tout simplement. Oui, ça allait dire, tu vas moins vite quand même, ouais. Ok. Ouais, ouais. Bah, si on descendait à nos vitesses, pour des personnes qui ne connaissent pas la force centrifuge, et surtout, il y a l'effet de surprise, parce que nous, on sait si ça va tourner à gauche ou à droite, mais une personne qui découvre la piste, elle n'a pas appris les 20 virages de la piste par cœur.
Donc il y a cet effet de surprise qui rajoute énormément sur la sensation. Donc si on descendait à notre vitesse, il y en a qui tomberaient dans les pommes, clairement. Vaut mieux en sortant. Je vois très bien la sensation de la surprise. Tu sais, tu vas à l'Aquapark, tu prends une descente d'eau, quoi, un toboggan, et tu sais pas trop, et tu fais un D'ac- droite, gauche, tu sais pas trop où C'est aller. ça. Ah, je vois très très bien. C'est ça, donc ouais, non, mais par contre, c'est super pour eux parce que donc par rapport à une piste de la Plagne, ça va être du 135 km/h en compète Ok. et avec des touristes, on va les emmener à 115-120 quand même, donc ça va Ah déjà oui, vite. d'accord. Ouais. Ouais. Ça va déjà très vite. Ils découvrent de très près les sensations qu'on a, mais nous, on va prendre un ou 2 jets de plus, ou peut-être même encore un peu plus, parce que ben voilà, à ces vitesses-là, chaque kilomètre-heure en plus, ça fait vraiment des différences. Bien sûr. Et bon, après, en termes de pilotage, euh, moi, tous les 2 km/h, j'ai un palier, on va dire, sur la prise de décision, quoi. Tout vient un peu plus vite, donc tous les 2 km/h, il faut que je sois un peu plus réveillé que la descente d'avant. Ouais, bien sûr. Ah là là, quelle affaire. Et ils en pensent quoi d'ailleurs, tes proches, je sais pas, tes amis, tes parents, plus dans le sens, est-ce qu'ils se font du souci pour toi, tu sais, le fameux scénario de catastrophe, en fait, si le bobsleigh il va trop en haut, est-ce qu'il sort de la piste? Alors, juste pour répondre sur ce point-là, c'est déjà arrivé dans le passé des bobs qui sortaient de la piste, mais aujourd'hui toutes les pistes, elles ont en fait sur les virages où il y a ce risque-là, il y a une espèce de casquette en bois qui est par-dessus et qui normalement, si le bob veut passer, il est renvoyé vers le bas. Donc ça pourrait peut-être encore arriver dans très rares cas, mais globalement ce risque-là, il est quand même bien maîtrisé maintenant. Après, ce que pensent mes parents, ça les a toujours à peu près amusés. En fait, au début, ça les amusait, ça leur faisait pas peur jusqu'au jour où ils sont venus pour la première fois et où ils se sont mis au bord de la piste et qu'ils ont vu un bob passer à 5 mètres d'eux. Plus on est loin et plus le bob, on le voit passer doucement. Mais quand on est vraiment au bord de la piste, on a vraiment l'impression qu'il y a une Formule 1 qui passe en une fraction de seconde. Donc là, ils se sont dit, ah ouais, quand même, c'est un sport qui va vite. Euh, Dans l'absolu, ça reste un sport où, en fait, c'est pas un sport de fou. C'est pas. Alors, d'ailleurs, j'y connais rien, mais j'ai envie de dire, c'est pas du base jump où on va chercher toujours un petit peu plus dangereux ou ce genre de choses. Nous, c'est vraiment une gestion de risque, une maîtrise des risques. Donc, il faut du sang-froid. Et mes parents, ils accueillent ça d'un bon œil. En ce qui concerne après ma copine, c'est très simple. Elle fait aussi du bob, donc on est à ce niveau-là à la même enseigne. Plus pratique. Ouf. Est-ce que, question plus vie perso, t'as des gens en particulier que tu vas admirer dans ton quotidien, ton année, qui vont t'inspirer peut-être? Ouais, alors moi j'ai un petit plaisir dans ma vie, c'est lire des biographies. Ok, Et du coup je lis régulièrement, je dirais 4-5 biographies par an. Et je cherche en général des personnalités qui sont voilà, pour écrire un livre, en général, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose, et quand on a réussi à faire quelque chose, c'est qu'on a fait preuve d'audace. Mais moi, ce que je cherche en particulier, c'est des personnalités qui ont été audacieuses à un moment donné, qui ont pris des initiatives, qui ont cru en eux, qui ont fait preuve de résilience ou de persévérance. Donc ça peut être très bien des sportifs. Là, le dernier bouquin en date que j'ai lu, c'est Martin Fourcade. Mais ça peut aussi être des PDG. J'ai lu la biographie du patron de Nike, j'ai lu la biographie du DTN de l'athlétisme qui a apporté l'athlétisme sur des années en or il y a quelques années. Voilà, c'est un peu mon petit moment inspirant, et quand je les lis, je me dis comment je pourrais, moi, dans mon projet de médaille olympique sur Pékin 2022, comment est-ce que je pourrais m'inspirer de ce qu'ils font pour le mettre à ma sauce. chapeau, chapeau, chapeau. Et sur ta semaine, tout à l'heure on parlait du fait que tu avais le matin sur le bob, l'après-midi plutôt sportif, le soir des briefs vidéo. Ouais. Euh, Si tu devais te débarrasser d'un truc de la semaine qui t'embête profondément, ça serait quoi? Euh, alors pour moi, c'est toutes les manutentions qui sont autour du bob. En fait, emmener le bob à la piste, décharger le bob du camion, le mettre à son emplacement, le retourner, monter les patins,
le remettre dans le bon sens, l'amener au départ, faire la descente, le mettre dans le camion, remonter au départ. En fait, en permanence, tu es tout le temps en train de soulever un bob qui fait 200 kilos à 2, 3, 4, ça va dépendre à combien tu es. Alors, on est fort en muscu, mais on n'est jamais vraiment parfaitement échauffé. Donc, à la fin de l'hiver, en général, on a mal au dos. Et voilà, donc, c'est pas tant l'entraînement, j'adore. Les analyses autour de l'entraînement, j'adore. L'entraînement physique aussi, j'adore. Mais voilà, c'est le problème de ce sport, c'est que tu as énormément de manutention pour préparer le matos. Alors préparer le vendredi, la veille de course, ça me dérange pas. Parce que là, tu es vraiment en train de dire je vais gagner des centièmes demain. Mais les petites manutentions du quotidien, c'est l'enfer. Je veux bien te croire. C'est quoi ton plus grand rêve, Romain? Alors, lié au sport, parce que je suis un grand rêveur, lié au sport, c'est de faire une médaille aux prochains Jeux Olympiques en 2022. En tout cas, c'est tout le projet qui a démarré au lendemain des Jeux de Sotchi, il est calibré pour ce moment-là. Donc aujourd'hui, on s'en rapproche en étant 5e mondiaux, mais il y a encore une belle marche à franchir pour aller battre les Allemands dont on parlait tout à l'heure. Donc clairement, mon plus grand rêve, c'est de monter sur la boîte au JO, parce que ce serait l'accomplissement de 3 cycles olympiques bien pensés. Bah oui, bien sûr. Et on te le souhaite, ça serait vraiment ouf. Merci, merci. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour? Oui, bien sûr. Alors, à titre personnel, je pense que les Jeux olympiques de 2022 seront mes derniers Jeux olympiques. Je ne ferme pas la porte à continuer à faire quelques années, 2023-2024, mais à repartir sur un cycle de 4 ans jusqu'à 2026, ça me tente pas trop, tout simplement parce que je considère qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir, et que dans 4 ans, 6 ans plus tard, il y aura forcément d'autres paramètres qui seront plus compliqués à gérer, le physique qui sera un petit peu vieillissant. En tant que pilote, donc là j'ai 30 ans. Au moment des Jeux, j'en aurai 32. C'est un bon âge, c'est vraiment un âge de maturité. On peut pousser jusqu'à 36 sans problème, mais c'est quand même plus compliqué à gérer le physique, les petits bobos. Donc voilà, sur le plan compétition, je pense qu'il va me rester 2, 3 saisons au plus haut niveau, je l'espère. Après, si c'est un sport, si je reste après dans la région Rhône-Alpes, pas loin de la piste de la Plagne, j'irai tous les hivers faire quelques descentes de bob parce que ça reste quand même super fun. Mais là, ce sera plus avec la bière et le saucisson en fin d'entraînement. Est-ce que tu veux essayer de descendre en tenant un verre de vin chaud? Chiche. Ouais, bah alors il faudra pas que je sois pilote parce que j'ai besoin de mes deux mains quand même. Mais voilà, non, en tout cas, je pense que 3 cycles olympiques sur une carrière de haut niveau avec tous les sacrifices et la charge d'entraînement que ça représente, ce sera déjà un beau parcours. Et puis, il faut pas oublier que j'ai mon diplôme d'ingénieur à côté, donc j'ai aussi des belles choses à aller faire dans le monde de l'entreprise. Et je tire pas du tout la patte pour y aller. Mais complètement. Complètement. Romain, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. C'est allé hyper vite. Ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup parlé. Non, non, c'était tout le but de toute façon. J'ai 3 petites questions avant qu'on se quitte. La première qui va concerner plutôt un futur. Bah, tu vois, tu disais que tu prenais ta retraite dans 2 ans et potentiellement, enfin, allez, quelques années. Euh, Si tu as un futur remplaçant que tu vas peut-être d'ailleurs coacher au début, qui veut commencer le bobsleigh, tu lui dis qu'il faut commencer par quoi? Alors, je serais tenté de lui dire exactement ce que mon coach m'a dit quand j'ai appris à piloter. Il m'a dit il y a 3 principes qu'il faut absolument jamais oublier, peu importe le niveau que tu as. Le premier principe, c'est de respecter la piste, le lieu sur lequel tu te présentes, parce que finalement c'est la montagne qui décide. Alors il y a des pistes plus dangereuses les unes que les autres, certaines sont moins dangereuses, mais il faut toujours avoir du respect pour la piste. La deuxième chose, c'est d'avoir du respect pour tous les autres pilotes qui descendent, parce que comme on en a discuté longuement, c'est une affaire mentale, c'est une affaire de confiance en soi. Et il y a des pilotes qui peuvent être champions olympiques, s'ils se mettent une mauvaise chute, tu peux être sûr que les 2 ou 3 semaines derrière, ça va être compliqué pour eux. Donc il faut jamais se moquer, il faut rester très humble par rapport à ça. Et le troisième principe, et finalement c'est peut-être le plus important, c'est que quand tu t'élances sur une piste de bob, eh ben, c'est toi qui descends la piste et c'est pas la piste qui décide où elle t'emmène. Et donc c'est d'être vraiment proactif et avoir un temps d'avance
sur chacun des virages. Génial. J'ai l'impression d'entendre très souvent ça, le côté de respect de l'environnement dans lequel tu es, entre respect de la mer pour les voileux et respect de la montagne pour les montagnards, etc. Je pense que c'est vraiment un dénominateur commun à tous ces sports, que ce soit en mer ou en montagne. On est quand même à pratiquer sur quelque chose qui est beaucoup plus imposant et beaucoup plus fort que nous. Donc, je pense que l'humilité fait une partie de la performance. Ouais, je suis bien d'accord. Comment on fait pour te suivre, Romain, du coup, pour les prochains jeux là? Comment on fait pour se garder des nouvelles? Alors, sur les réseaux sociaux, il suffit de taper Romain Hinrich pour me trouver. Donc en général, je publie les résultats de compétition et puis quelques vidéos d'entraînement. Et puis sinon, on passe à la télé l'hiver sur les Coupes du Monde sur l'équipe 21. Ok. Donc si on a un peu de chance en allumant la télé le samedi ou le dimanche, ça tombe sur nous. Et si vous voyez un bob français, il y a 99,9% de chances que ce soit moi le pilote à l'avant. Et puis sinon, pour les JO, ce sera sur France Télévisions. Donc on espère que d'ici là, nos résultats nous permettront d'avoir des temps d'antenne suffisants parce que ça reste très dépendant des résultats, tout simplement. Bien sûr. Ok, parfait ça. Et puis écoute, dernière question pour toi. Tu dis que tu commences le bobsleigh à 20 ans. Imagine, tu as la capacité technologique de rencontrer Romain qui a 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Je pense que je lui dis fais l'impasse sur Sochi et mets-toi au pilotage 1 ou 2 ans plus tôt Ok. pour pouvoir tout simplement avoir encore 1 ou 2 ans d'expérience en plus parce que là aujourd'hui j'ai l'impression que j'arrive à maturité et j'aurais presque aimé arriver à maturité 2 ans plus tôt, tout simplement. Comment c'est plutôt? C'est drôle, il y a certains qui vont me dire prends ton temps, et toi tu aurais plutôt dit fonce d'abord. Sur le passage entre pousseur et pilote, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui j'ai eu tout un cycle complet de préparation olympique en tant que pousseur. Alors ça m'a permis de développer mon physique dans les meilleures conditions, mais comme on n'a que 3 heures de descente par hiver, 180 descentes par hiver, si on rajoute 2 ans de plus, ça fait quand même un paquet d'expérience en plus. C'est clair. Tu me diras, ça dépend à chaque fois de ton sport. Oui. Merci Romain pour ce temps, c'était fabuleux de pouvoir me projeter à 150 à l'heure sur de la glace avec toi. On te souhaite vraiment de super résultats pour les prochains championnats et bien sûr les prochains JO. Et on va suivre ça avec grande attention. Si je peux me permettre de rajouter 2 choses, si vous voulez suivre nos actus, j'ai aussi un site internet qui s'appelle heinrich-bobsleigh.com et là-dessus on a une web série où il y a des petits clips vidéo de nous qui sont produits de manière régulière dans l'année. Donc c'est du contenu qui est assez sympa à aller voir. Et puis après, si vous voulez vraiment vous marrer, il suffit d'aller sur YouTube et d'aller voir des compilations de crash pour comprendre un petit peu ce que ça peut être le revers de la médaille. Ça, je vais me gêner, tiens. Merci Romain, à très bientôt. Merci, allez, au revoir. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.